Donc on en était exactement là. D'accord, donc c'est un petit peu compliqué, hein. Quand j'ai une méthode d'instance, quand je veux la voir comme une fonction, d'accord, faut que je pense que j'ai mon premier paramètre que j'ai caché quand je fais de l'objet qui va réapparaître. Ce qui est un petit peu compliqué. C'est un peu plus facile mentalement quand on voit avec les méthodes statiques. Donc on va passer à un autre problème qui est qu'est-ce qui se passe si, dans le cas où j'appelle ma méthode à l'ordre supérieur, là, ma fonction à l'ordre supérieur, au lieu d'en avoir une, parce que j'ai dit depuis tout à l'heure, il y en a une, il suffit de regarder le type et c'est bon. Qu'est-ce qui se passe si on en a deux ou plus? Comment ça marche quand on a de la surcharge? D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler quelle est la grande règle de la surcharge? En fait, il y en a trois, hein. La première grande règle, c'est on ne fait pas de surcharge. La raison principale, c'est qu'il n'y a personne qui est capable de vous dérouler l'algo de ce que fait le compilateur quand il y a de la surcharge. D'accord? Si on regarde au niveau de la spec, il doit y avoir une dizaine de pages, remplies de lambda, de machin et de trucs comme ça. Il faut la lire au moins une bonne dizaine de fois quand on revient dessus, c'est-à-dire on l'a déjà lu avant, mais pour se remettre dans le bain. D'accord? Basiquement, c'est pas, on ne va pas demander aux gens qui lisent votre code de comprendre ce que fait le compilateur quand il y a de la surcharge. Donc c'est une très très mauvaise idée de faire de la surcharge de façon générale. D'accord? Ça devrait être je veux dire, la surcharge pour println ou pour mat.sqrt, ouais, super. On veut faire un mat.sqrt, on s'en fout de quel est le type. Mais c'est les deux seuls exemples qui sont intéressants. La plupart du temps, la surcharge, ça sert à rien. Alors, j'entends par surcharge quelque chose de bien particulier, c'est-à-dire j'ai le même nom et j'ai le même nombre de paramètres, hein. Notez que si j'ai un nombre de paramètres qui change, il n'y a pas de problème. Là, il suffit de compter le nombre de paramètres, c'est relativement facile de savoir quelle est la méthode qui est appelée. Le problème, c'est quand on a des méthodes qui ont le même nom et exactement le même nombre de paramètres. Alors, bien sûr, le compilateur va faire un super algo vachement futé pour trouver les choses. D'accord? Quand on a des 3 petits points et des generics en même temps, c'est la merde intégrale. Le truc qui fait 3 ou 4 passes pour essayer de trouver quelle est la méthode qu'il faut appeler, c'est la raison principale pour laquelle il ne faut pas faire la surcharge. Donc ça, c'était la raison numéro 1. D'accord? On ne doit pas faire de surcharge. Raison numéro 2, la 1 s'applique. On ne doit pas faire de surcharge. Je vous laisse deviner quelle est la troisième grande règle de la surcharge. Donc on a un cas qui peut marcher. Alors, quand on a développé le truc au niveau du groupe d'experts sur la surcharge, la première fois, on est arrivé avec 4 pages de plus que les 10 pages qui existaient déjà, juste pour la résolution dans le cas où on a des interfaces fonctionnelles, d'accord, des functional interfaces. Parce que les functional interfaces, elles sont un peu bizarres puisqu'on va les considérer comme des types fonctions. D'accord? Et au fur et à mesure, donc ça c'était en 2010, et au fur et à mesure que les mois ont passé, les règles ont été de plus en plus simples, tout simplement parce qu'à chaque fois on trouvait des exemples où on n'arrivait pas à expliquer aux autres comment ça devait marcher. Donc la règle est extrêmement simple, on a le droit de faire de la surcharge avec des choses fonctionnelles. D'accord? Si les choses fonctionnelles qu'on a, ici j'ai un runnable et un consumer de string, n'ont pas le même nombre de paramètres. C'est tout. Un runnable, c'est quoi? C'est un truc qui prend rien et qui renvoie void. Nombre de paramètres, 0. D'accord? Un consumer de string, c'est un truc qui prend string et qui renvoie void. Nombre de paramètres, 1. Là, on peut désambiguiser entre les deux. D'accord? Il suffit de regarder. Est-ce que ma méthode, elle prend un paramètre, enfin 0 paramètre, ou un paramètre? Donc ici, je peux le faire, c'est simple. Si j'envoie un truc qui prend 0 paramètre, bah, ça va appeler mon premier registre. Si je prends un truc qui prend 1 paramètre, ça va appeler mon second registre. D'accord? Comment ça marche? Tout simplement, ce que voit le compilateur, s'il remplace runnable et consumer de string par les types fonctions correspondants. Notez que c'est une notation juste pour nous, hein.
Ils n'existent pas. C'est juste le compilateur, ce que lui, il voit. D'accord? C'est-à-dire que le compilateur, si j'ai des overloads qui dépendent uniquement de type fonction, d'accord, le compilateur regarde les types fonctions correspondants. Et ce qui l'intéresse principalement, c'est le nombre d'arguments. D'accord? Notez que Java, c'est pas Haskell. Ça veut dire quoi? Un des trucs qui est vachement génial en Haskell, c'est qu'il regarde s'il peut prendre s'il peut type-checker, s'il peut compiler le contenu de la lambda, et s'il peut le faire, alors il peut appeler la méthode. Ce qui fait qu'on peut avoir une lambda qui est valide que pour un des paramètres et pas pour l'autre. D'accord? Ça, c'était le truc avec lequel on était venu au départ. En fait, en écrivant un peu de code, on se rend compte que c'est affreux, parce que si on fait une erreur dans le code, ça s'appelle pas le bon. D'accord? Ce qui est assez affreux. Donc comme on veut quand même que le gentil compilateur ou notre environnement de développement, il nous dise « t'as fait une erreur » plutôt que « oh bah finalement je vais t'appeler l'autre méthode », on est resté avec ce truc-là qui est hyper simple. D'accord? Si on a de la surcharge, si on a le même nombre de paramètres ici, d'accord, si on a des functional interfaces, les functional interfaces doivent avoir des nombres de paramètres, donc les types fonctions correspondants, doivent avoir des nombres de paramètres différents. D'accord? On essaye de faire des règles simples que les gens comprennent, pour une fois. Donc, arrêtez d'utiliser la surcharge de façon générale. D'accord? Même Josh Bloch, il s'est pris les pieds dedans. Vous l'avez vu, non? Java util-list, il y a 2 méthodes remove. D'accord? Il y en a une qui supprime à l'index et l'autre qui parcourt pour supprimer le premier. À chaque fois, quand on a des integers ou des trucs comme ça, on se demande laquelle il faut appeler. C'est l'enfer. Je veux dire, même si lui, il se plante, arrêtez de faire de la surcharge. Stop. Fini. D'accord? Notez qu'il y a quelque chose, le compilateur dans la version 8, le compilateur fourni par Oracle, JavaC, quand vous avez des overloads où ça risque de vous poser problème, il commence à faire des warnings. D'accord? Il commence à se dire, oui, effectivement, il y a des cas où tu pourrais l'appeler, mais c'est que quand tu appelles avec nul. Alors peut-être c'est pas une bonne idée de faire ça. D'accord? Et ce genre de choses-là. Il faut essayer, en termes de truc mental, de se dire, d'accord, je vais essayer de sortir du monde de la surcharge. Le gros problème de la surcharge, c'est que la plupart du temps, c'est quelque chose d'évident pour la personne qui écrit les différentes méthodes, mais par contre, pour les gens qui l'utilisent, c'est loin d'être évident. D'accord? Si vous faites une API, il n'y a rien qui vous empêche d'appeler une méthode remove at index et une méthode remove first occurrence. Personne ne vous en voudra. Question. Peut-être question. Merci. Est-ce qu'il y a une chance qu'on ait des paramètres nommés un jour en Java? Est-ce qu'on a une chance qu'on ait des paramètres nommés un jour en Java? Alors, n'étant pas Madame Irma, moi ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a aucune spécification sérieuse qui a été proposée pour avoir des paramètres nommés en Java. C'est-à-dire que si tu veux des paramètres nommés, c'est vachement simple. Tu écris ce qu'on appelle une JEP. D'accord? Une JEP, c'est quoi? Tu as un format, tu vas voir la JEP 0, ça t'explique comment il faut écrire des JEP. C'est ça qui est vachement bien. D'accord? Une JEP, c'est quoi? C'est j'aimerais faire un changement sur le langage, mais ce n'est pas un changement énorme comme les lambda, qui est un gros changement. Je voudrais faire un petit changement, et voilà comment je vais le faire. N'importe qui peut en écrire. D'accord? Après, elles sont rentrées comme un des futurs possibles de Java. Et l'idée, c'est d'essayer de savoir tout ce qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Mais on va avoir une idée de tout ce qu'on peut faire. D'accord? Donc, vous n'avez jamais été sur les sites des JEP. Regardez, c'est vachement intéressant parce que ça vous donne une idée de ce que pourrait être Java dans le futur. Ce qui est quand même assez intéressant. Enfin, alors, ça ne prédit pas le futur parce que ça peut être abandonné, ça peut être changé, ça peut être fait de façon différente, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant d'avoir un peu une idée de là où on veut aller.
avoir des paramètres nommés, c'est pas quelque chose qui est affreusement compliqué à faire. Maintenant, si on passe de l'autre côté, il n'y a qu'un léger problème, c'est que c'est incompatible avec tout ce qui existe déjà. C'est-à-dire que essayer d'avoir quelque chose qui fait des paramètres nommés où ça ne te coûte pas un bras et que ça soit compatible avec ce qui existe déjà, je ne connais aucune proposition qui le fasse. C'est typiquement le genre de choses, les 3 petits points, c'est la même chose, c'est des choses qui auraient dû être faites dès le départ, upfront, ça aurait coûté moins cher que de le faire après. Bien, donc on a vu les overloads. Autre cas, qu'est-ce qui se passe? Oups là. Qu'est-ce qui se passe si je veux que mes lambdas soient sérialisables? Tout le monde a dû entendre parler de Hadoop. Vous avez vu comment c'était le bordel Hadoop, alors que ce qu'on envoie c'est que des lambdas. D'accord? Vous avez vu le code qu'on écrit? Je veux dire, ça marche super bien Hadoop. Par contre, le code qu'on écrit, il pourrait être un peu gentil, quoi. Ça serait super d'avoir juste des lambdas sérialisables, et puis pouf, on les passe d'une machine à l'autre, et c'est fini. Comment ça marche, les lambdas sérialisables? On a 2 façons de faire des lambdas sérialisables. On a une première qui est super simple. Si mon interface, elle hérite de sérialisable, si après je prends ma lambda et que je la mets dans cette interface, whoop, magiquement, ma lambda est sérialisable. Donc c'est un truc, par défaut, les lambdas ne sont pas sérialisables. Alors pourquoi les lambdas ne sont pas sérialisables par défaut? Parce que si je veux être sérialisable, il faut que je stocke des choses en plus. Et j'aimerais bien que mes lambdas elles soient un peu lightweight, par défaut. D'accord, qu'elles ne me coûtent pas cher en coût mémoire. Donc par défaut, elles ne sont pas sérialisables. Par contre, si mon interface implémente sérialisable, automatiquement, ça va créer une lambda sérialisable. Donc ça, c'est la première façon. Maintenant, si mon interface n'est pas sérialisable, int binary operator, c'est une interface qui existe déjà, elle n'est pas sérialisable, alors on a une super syntaxe. Alors notez que cette syntaxe est tellement pourrie que vous la trouverez dans aucune présentation de nulle part. Elle est dans la spécification, d'accord? Voilà. Comment on fait? On fait un cast et on rajoute et sérialisable. Pareil, on a discuté pas mal sur la syntaxe qu'on devait avoir. Est-ce qu'on doit changer la flèche pour avoir une flèche avec une vague ou ce genre de choses-là? Basiquement, on espère que le nombre de lambda sérialisables, il n'y en aura pas tant que ça. D'accord? Je veux dire, la sérialisation, c'est un mécanisme qui est pas mal, mais c'est pas super rapide. Si on écrit un truc ad hoc, la plupart du temps, ça ira plus vite. Premier point. Deuxième point, dès qu'on veut ajouter une nouvelle feature à Java, on a le problème de « mais comment ça marche avec la sérialisation ?» D'accord? La sérialisation, c'est un truc qui n'aurait jamais dû être dans le langage. Ça devrait être dans les API et pas dans le langage. D'accord? Là, on a fait la connerie il y a longtemps, on traîne le boulet tout le temps maintenant. Donc on peut faire des lambdas sérialisables, mais voilà, c'est pas donc si on a des lambdas sérialisables, elles savent se sauvegarder, elles savent se recharger. Il n'y a pas de trou de sécurité, on espère aussi. Oui, si on envoie une lambda, on pourrait envoyer une lambda qui référence une méthode privée et ce genre de choses-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code est prévu pour recevoir des trucs sérialisables. La façon dont ça marche en interne, on a en code une liste de tous les trucs qui ont été sérialisés et on ne peut désérialiser que tous les trucs qui ont été sérialisés. C'est ce qui fait qu'on n'a pas de problème de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire principalement que si vous avez un code, et que vous voulez sérialiser et que vous avez un autre code, vous avez intérêt, si vous ne voulez pas avoir de problème de sécurité, à avoir exactement la même version du même code. D'accord? Si vous avez des différences entre les deux, bonne chance. C'est pas un problème nouveau, hein, les classes anonymes ont exactement le même problème. Je ne sais pas si vous en êtes déjà rendu compte. Non, vous ne sérialisez pas les classes anonymes. Donc continuez à ne pas sérialiser les lambdas et il n'y aura pas de problème. Donc voilà, je voulais juste vous mettre la syntaxe. D'accord?
Donc une lambda peut être sérialisable si le target type est sérialisable ou en utilisant la syntaxe affreuse que je vous ai montrée là. Là, on a abordé tout comment on définissait des lambdas. Mais les lambdas, c'est juste une chose. Si on a des lambdas mais sans support au niveau des API, surtout de Java Util, ça sert strictement à rien de mettre des lambdas. Ça a été un des gros points noirs qui avait été identifié au début 2006-2007 sur maintenant si on veut ajouter des lambdas au langage Java, notez 2006-2007, ça fait super longtemps. Si on veut implémenter des lambdas en Java, il ne faut pas uniquement qu'on ait une syntaxe pour les lambdas, qu'on ait des functional interface et ce genre de choses-là. On doit aussi avoir des API qui supportent les lambdas. Et surtout Java Util qui supporte les lambdas. D'accord ? On a le problème de... Si on a des lambdas mais qu'on n'a pas de support au niveau de Java Util, bah finalement les gens ne vont pas utiliser les lambdas. D'accord, ça serait quand même cool d'écrire ce genre de choses-là. Collections.sort, list, string de point compare to in your case. Ça, on peut l'écrire direct. Hein. Notez compare to collections.sort. C'est une méthode qui existe depuis longtemps, on n'a pas besoin de la changer. Ça marche directement. Hein, parce que ça attend un comparator, et comparator, c'est déjà une interface avec une seule méthode. Ça marche direct. J'ai rien besoin de faire. D'accord ? Maintenant, si on se place du point de vue de si j'avais créé les lambdas dès le départ dans mon langage, d'accord, peut-être qu'en même temps j'aurais pensé à quelque chose. Parce que vous là, vous êtes tous vieux, vous connaissez tous Java. Mais quel est le putain d'abruti qui a décidé que sort fallait le faire sur collections et pas sur list? Je veux dire, c'est quand même le seul langage où pour trier une liste, on n'appelle pas sort sur la liste, quoi. D'accord ? Ouais, ça vous fait tous rire. Pensez quand vous avez été jeune et que vous cherchiez désespérément dans list où était la méthode sort. D'accord ? L'API des collections, elle a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'elle ne supporte pas les lambdas au sens où j'ai certaines méthodes que j'aurais pu écrire en prenant des lambdas en paramètres et que je n'ai pas écrit parce que le faire avec des classes anonymes, c'est un peu trop verbeux. D'accord ? Par exemple, une méthode genre removeIf, qui appelle une lambda pour savoir est-ce que je dois supprimer l'élément ou pas, plutôt que créer un itérateur, parcourir l'itérateur et faire iter.remove. D'accord ? Le truc qui tient en une ligne et pas en 5. Quand on sait utiliser les itérateurs, parce que chaque fois, comme on ne l'utilise pas souvent, on se trompe. Donc il y a un premier point qui est l'API des collections, elle pourrait être modernisée pour supporter les lambdas, rajouter des nouvelles méthodes. D'accord ? On a un deuxième point qui est, de toute façon, il faudrait aussi moderniser l'API, pas forcément pour les lambdas, mais parce qu'elle a été créée en 97, l'API, lors de la 1.2, 97 ou 98. Ça commence à faire un peu vieux et ce serait peut-être bien de rajouter des méthodes, genre une méthode sort sur liste, au hasard. D'accord ? Le gros problème, c'est que l'API des collections, alors c'est un énorme avantage, que ça utilise des interfaces, mais c'est aussi son gros problème. Le fait que ça soit des interfaces, c'est génial. Ça veut dire que quand on utilise Hibernate, il nous renvoie des collections de machins, et il se débrouille pour faire le machin. Nous, on manipule les interfaces, c'est génial. D'accord ? En termes utilisateurs, manipuler des interfaces, c'est génial. Par contre, en tant que développeur de l'API de l'autre côté, avoir une interface, c'est pourri. Je veux dire, on nous vend un langage qui est censé être extensible, machin, et ainsi de suite, et les interfaces, si je rajoute une méthode dedans, je pète tout le code de tous mes clients. D'accord ? Il n'y a que 9 millions ou 10 millions de développeurs Java, c'est pas très grave, on peut les appeler tous un par un au téléphone. Attention, on va rajouter une méthode dans Java Util List. D'accord ? C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'aimerais bien faire ça. Rajouter dans list ma méthode sort. Alors bien sûr, si je la rajoute juste comme ça va péter tous mes clients. Donc il faut que je fournisse une interface, une implémentation. L'idée, ça serait de dire, cette méthode-là, d'accord, si jamais
on ne te fournit pas d'implémentation, bah, tu utilises celle qui existe déjà. Comme ça ne va pas casser tout le code des clients. On va avoir une sorte d'implémentation par défaut. Donc on pourrait essayer d'écrire ça. Fais pas de photos, non pas parce que ça va voler le truc, mais c'est pas la bonne syntaxe. C'est pas une bonne idée de faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. T'as un maybe, d'accord, c'est pas la bonne idée. Donc l'idée, ça serait de fournir une implémentation par défaut. Ça pourrait marcher. Et l'idée, ça serait que le compilateur, quand on utilise le truc, il voit l'implémentation par défaut, et hop, il l'insère dans votre implémentation de liste. Ah, mais là, ça veut dire qu'on n'appelle plus les gens un par un au téléphone, on leur demande tous de recompiler le code. Bizarrement, ils ne vont pas être très d'accord. Donc ça veut dire que ce n'est pas le compilateur qui doit faire les choses. D'accord ? Je veux dire, on n'est pas ce cas-là, on ne va pas redemander de recompiler le truc à chaque fois. J'aurais pas dû le dire. J'avais dit que je ne le disais pas. On triche. On triche parce qu'il y a une grosse différence. C'est qu'on a accès à la VM. Donc on peut faire en sorte que ce soit la VM, la machine virtuelle qui insère le code. Et ça, c'est complètement transparent au niveau de l'utilisateur. C'est le gros avantage d'une machine virtuelle, normalement. C'est que ça vous abstrait des choses. D'accord ? Un autre gros avantage, c'est que, au lieu que ça soit fait par le compilateur, d'accord, ce qui va être stupide parce qu'on doit recompiler le code à chaque fois, on va le faire par la machine virtuelle. Notez qu'on peut dire « Oh, on va le faire par la machine virtuelle ». Ça a occupé 3 ingénieurs à plein temps pendant 3 ans. On a quelques légers problèmes techniques qui sont les problèmes habituels de Java, les generics. Si on le fait faire par la machine virtuelle, on a un problème parce que on est en Java. Java, le compilateur, il connaît les generics, mais la machine virtuelle ne connaît pas les generics. D'accord ? Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'apprendre à la machine virtuelle à comprendre les generics. C'est ce qui a été fait. D'accord ? Il y a un mec qui a passé, je crois qu'il a mis facile 4 mois à reprendre tout l'aspect des generics et implémenter que la partie runtime qu'il fallait pour pouvoir faire ça, avant qu'on lui dise oh non, c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. C'est vraiment pas une bonne idée parce que ça veut dire, dans ce cas-là, que la machine virtuelle, elle est plus agnostique. Elle a des bouts de la spécification Java intégrés dedans. Et ça veut dire que ça va faire chier tous les gens qui ont d'autres langages que Java qui tournent sur la machine virtuelle parce qu'il va falloir qu'ils expliquent à leur langage c'est quoi les generics de Java. Ouais, c'est le genre de décision où on prend ça sur un coin de table. On a pris un petit peu de temps quand même, une bonne demi-heure. Voilà, on fait pédaler quelqu'un pendant 4 mois avant de lui dire « Kiss, t'as fait un super boulot, mais on est vraiment désolé. » Donc ça veut dire qu'effectivement, on va faire l'implémentation par la VM, d'accord ? Que ça va globalement marcher. En fait, on a un problème. Je ne vais pas vous montrer quel est le problème parce que c'est un problème. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on avait le même problème avec le compilateur. Le problème qu'on a essayé de résoudre avec la VM, on a réussi à trouver un cas où on avait le même problème avec le compilateur. Et on s'est rendu compte que personne n'avait jamais vu le problème avec le compilateur. Donc je n'ai pas fait de slide pour vous montrer le problème, parce que ce problème n'existe pas. Jusqu'à temps que quelqu'un l'ait trouvé, il n'existe pas, on est d'accord ? Non, c'est un truc marrant parce que ça fait partie des choses où on sait théoriquement qu'il y a un problème, et on sait pratiquement qu'il n'existe pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le voir à un moment donné, lui, il sera obligé de recompiler son code. D'accord ? Mais pour l'instant, personne ne l'a jamais vu. Autre chose, si vous regardez la syntaxe, ici en écrivant default et un machin, ça marche parce qu'on a déjà un collections.sort qui existe, donc on peut lui dire, si tu ne trouves pas l'implémentation, elle est là. D'accord ? Mais pour les implémentations qui n'existent pas, c'est un peu chiant parce que ça veut dire qu'on est obligé d'écrire le truc au niveau de l'interface et on est obligé d'écrire l'implémentation dans une autre classe à côté. D'accord ? Les classes qui finissent par un S, là, vous savez, les classes en Java où quand on cherche une méthode et qu'on ne la trouve pas, on commence à chercher dans toutes ces classes-là. Ça va rien. Vous savez comment on les appelle, ces classes-là ?
n'y a pas le terme en anglais pour ces classes-là? Il y a un super terme en anglais, c'est garbage class. D'accord? On veut essayer d'éviter d'avoir des garbage class. Si on veut éviter d'avoir des garbage class, la seule façon de faire, c'est d'écrire le code directement au niveau des interfaces. Ça veut dire qu'on va rajouter du code dans les interfaces en Java. D'accord? Je vous rappelle, on a deux problèmes. On veut moderniser les interfaces, on veut moderniser Java Util, et on veut rajouter des trucs qui supportent les lambdas. Ça veut dire qu'on doit être capable de faire évoluer les interfaces. Ah, je sais à quoi vous pensez. Vous pensez qu'on est en train de faire ça? On peut effectivement le voir comme ça. Moi, je le verrais plutôt comme ça. C'est vos espoirs. Perdez tout espoir de penser que les interfaces sont pures. D'accord? Les interfaces ne sont pas pures parce qu'on vous a raconté un mensonge. On vous a dit, foutre du code dans les interfaces, c'est mal. Mais mettre du code dans les interfaces, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est mettre des champs dans les interfaces qui pose problème. D'accord? Le problème de l'héritage multiple, c'est avec les champs qu'on a un problème. Le code mettre du code, c'est pas problématique. On a des trucs qui s'appellent des traits qui font ça très bien. Même beaucoup plus compliqué. On n'a aucun problème à mettre du code dans les interfaces. D'accord? Donc on met un mot-clé default ici pour dire qu'on va mettre du code. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on met un mot-clé default et on ne met pas de mot-clé? Parce qu'on voit, si on a du code, on n'a pas besoin du mot-clé. Pourquoi on en met un? Non. Pas pour des problèmes. Non, un truc super simple. Il faut regarder de l'autre côté comment ça marche. Parce qu'en Java, quand on a un truc abstrait, on ne met pas juste point virgule, on écrit abstract devant. Donc si on écrit abstract pour les trucs abstraits, on met default pour le code. C'est logique. Il y en a un qui est le dual de l'autre en fait. Si on regarde, si j'ai une classe, par défaut tout est concret. Si je veux un truc abstrait, j'écris abstract. Quand j'ai une interface, par défaut tout est abstrait. Si je veux un truc concret, j'écris default. D'accord? Ça veut dire quoi default? L'intérêt de mettre un mot-clé, c'est que ça indique comment ça va se passer. L'implémentation que je vais donner ici, c'est une implémentation par défaut. C'est-à-dire une implémentation qui va être choisie si jamais la classe n'en fournit pas une. Donc en plus, on a un mot-clé, et ce mot-clé, j'ai le terme en anglais, le mot-clé, il donne à comprendre comment ça marche, quelle est la sémantique qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Je vais utiliser cette méthode-là par défaut. D'accord? Donc exactement comme on a abstract, on a default. C'est juste le dual de l'autre. Donc je voudrais revenir sur le code dans les interfaces, c'est affreux. C'est quoi le problème? Le problème qu'on peut avoir, c'est si j'ai deux interfaces A et B qui ont toutes les deux du code par défaut, si j'ai C qui implémente A et B, comment je fais? Il y a un cas suivi. Quand on ne sait pas en Java, on plante. Donc par défaut, on plante. Comment on résout le problème? On écrit le code là, puisque c'est un truc par défaut. Il suffit d'écrire du code ici, et on a résolu le problème. Parce que c'est mécanisme de truc par défaut. Donc je peux écrire par exemple quelque chose comme ça. Alors notez ici, j'écris que c'est une classe, donc j'ai pas le mot-clé default, puisque c'est une classe. Bien sûr, dans mon code, ce que j'aimerais bien, c'est appeler la méthode de A ou appeler la méthode de B, voire même appeler les deux et faire un plus entre les deux. Pourquoi pas, hein? Là, j'ai un petit problème technique. Quelqu'un m'explique pourquoi cette syntaxe ne marche pas? Ouais, c'est l'appel de méthode statique. Donc il faut inventer une nouvelle syntaxe. Donc c'est comme n'importe quelle syntaxe, ça se discute pas, celle-là elle est encore plus affreuse que les autres.
On va écrire a.super.m. Oh, comme c'est beau. Juste parce que ça n'avait pas été pris. On a a.this qui était pris, mais pas a.super. D'accord? Et on sait que ça a une syntaxe qui ne peut pas exister, puisque super, c'est un mot-clé. Voilà, donc si je veux appeler une méthode par défaut dans une sous-classe ou une sous-interface, je peux le faire en faisant a1.super. Notez que c'est un petit changement au niveau du code Java, on a juste un mot-clé à la con en plus. C'est un gros changement pour la machine virtuelle, puisque c'est la machine virtuelle, ça veut dire qu'on est capable d'appeler du code directement au niveau de l'interface. Donc ça veut dire que la spécification de la machine virtuelle a dû changer un petit peu dans la version 8 pour prendre ce cas-là en compte. Alors vous auriez pu me dire, mais de toute façon, j'ai pas de méthode statique sur les interfaces. Personne ne me l'a dit. Les interfaces, elles n'ont pas de méthode statique. D'accord? Pas avec Java 8, si. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais on est obligé d'avoir des méthodes statiques dans les interfaces. Oui? Ah. Tu vas répéter, je pense que ça peut intéresser les autres. Est-ce qu'on peut bénéficier de cette syntaxe sur autre chose que des interfaces? Pour aller appeler l'implémentation? Non, non. Ça existe toujours pas, ça. Non. Tu ne peux pas appeler un grand-parent ou ce genre de choses-là avec cette interface. Non. Ça, je veux dire, c'est pas parce qu'on ne sait pas le faire. Ça a été fait exprès, d'accord, pour pas dire je vais aller chercher dans l'héritage à Pétaouchnok mon truc. Le problème d'aller chercher loin dans l'héritage, d'accord, bon déjà ça veut dire que tu vas commencer à écrire des classes qui héritent de classes, qui héritent de classes, qui héritent de classes, ça c'est pas gentil pour les gens qui vont utiliser ton code, d'accord, t'es pas censé. L'autre truc, ça veut dire que si tu commences à bypasser quelque chose, ça veut dire que la classe qui est là, elle, tu vois, qui est en intermédiaire, elle ne connaît pas forcément l'ensemble du truc. Et en règle générale, l'héritage, c'est ce qu'on appelle un couplage fort. C'est-à-dire quand tu fais de l'héritage, chacun connaît les autres. D'accord ? Si tu veux faire un design où chacun ne connaît pas les autres, utilise pas de l'héritage. D'accord ? Il n'y a rien qui t'empêche, au lieu d'appeler un super de machin, tu prends ton code, tu le mets dans une classe à côté avec une méthode statique, et tu appelles ton code. Et tu as résolu tous tes problèmes. D'accord ? Partager du code, c'est pas uniquement par de l'héritage. On a plein d'autres façons de partager du code, les lambdas c'en est un. Mettre juste une pauvre méthode statique quelque part et l'appeler de plusieurs endroits, ça marche aussi. On n'est pas obligé de passer par l'héritage pour partager du code. Le problème de l'héritage, c'est que, effectivement, ça permet de partager du code, mais en plus, on récupère tout le code. Et en règle générale, on ne veut pas tout le code, on n'en veut qu'une partie. Mais c'est un autre problème. Je m'emporte sur pourquoi on ne doit pas utiliser d'héritage. D'accord ? Donc, pour revenir au truc, on a résolu un des gros problèmes de Java. Les interfaces peuvent évoluer. Vous pouvez trouver que ce n'est pas un gros problème, mais regardez le code source d'Eclipse. D'accord ? Dans le code source d'Eclipse, on a par exemple des interfaces. On a l'interface de base, je sais pas, Toto, puis on a après la deuxième version, Toto 2, puis la troisième version, Toto 3. D'accord ? Je crois qu'ils ont une interface, ils sont arrivés à 7. Comme ça. Juste parce qu'ils veulent versionner leurs interfaces, le code a évolué et ils n'arrivent pas à le faire évoluer. D'accord ? Donc effectivement, c'est plus des problèmes quand on a des gros codes et qu'on a écrit des bouts avec des plugins, des machins et des trucs comme ça, où on tape forcément que sur les interfaces, mais on a ces problèmes-là. D'accord ? On peut aussi appeler les méthodes par défaut des super interfaces. Alors, une question ? Oui. Là-bas au loin. Oui, mais j'ai quand même l'impression qu'on a toujours le problème de devoir recompiler, non ? Parle plus fort. J'ai quand même l'impression qu'on a toujours le problème de devoir recompiler, en fait, si jamais une... Non. Non, t'as pas besoin de recompiler. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin de recompiler toutes les dépendances. Tu dois recompiler ta classe. Oui, tu l'as modifiée. Enfin, ton interface.
Mais tu n'as pas à recompiler les classes, parce que c'est la machine virtuelle qui fait les ajouts. Oui, c'est ça. Donc, je ne peux pas profiter directement d'une mise à jour d'une librairie third party sans devoir réexpliquer le nouveau default. C'est-à-dire, j'ai deux librairies que j'étends et l'une de deux librairies dans la nouvelle version, elle met en place une nouvelle méthode default. Donc, Oui. du coup, moi, comme j'hérite des deux, maintenant, mon code est obligé de changer. Parce que je suis obligé de lui dire de faire comme on a fait tout à l'heure, par exemple A plus B. Ah, tu es en train de dire, je suis en train de introduire une méthode, et cette méthode, elle entraîne un conflit dans une autre truc. Oui, mais tu n'es peut-être pas obligé de noter tes méthodes M, enfin de les appeler M. D'accord? Si tu introduis une méthode par défaut, forcément, tu vas lui donner un nom long. Et un nom que tu es à peu près sûr que personne ne va utiliser. Note que tu as exactement le même problème avec les classes. Si tu introduis une méthode dans une classe dans ta version N+1 de ton API, si tu as quelqu'un qui a hérité de ta classe, tu as exactement le même problème. Je veux dire, ce n'est pas un problème nouveau. Et finalement, c'est un problème qu'on rencontre peu souvent. De toute façon, dès que tu publies quelque chose, d'accord, que tu le rends public, les gens peuvent en hériter, les gens vont utiliser tes interfaces. Donc en ça, tu as solidifié les choses. Dès que tu rajoutes quelque chose, clairement, ça va être moins simple que si tu dis « je ne publie pas les choses et je reste dans mon coin ». Ça, c'est sûr. Mais si on fait ça, ça veut dire que personne ne réutilise le code de personne et dans ce cas-là, Java, c'est mort. Parce que c'est quand même un des principaux trucs de Java, c'est de pouvoir aller piquer la librairie machin qui est sur Maven Central et faire juste « oups, je l'ai ». Enfin, c'est un peu plus compliqué. C'est Maven, mais c'est un autre problème. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aille voir un peu sous le capot comment ça marche. On va faire un petit jeu. C'est quoi comme voiture? Je vous aide, elle est rouge. Non, c'est pas une Ferrari, c'est une Trabant. Donc, pour aller voir un peu sous le capot, on va se prendre un petit pas benchmark. C'est un pas benchmark. Je vais vous expliquer pourquoi il ne marche pas, en fait. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant, au lieu de vous dire pourquoi ça ne marche pas, qu'on ait regardé pourquoi ça ne marche pas. Mais entre-temps, on va considérer que c'est... Donc c'est juste un exemple pour voir comment ça marche. D'accord? Donc j'ai ma méthode reduce ici, qui fait un truc vachement intéressant. Elle appelle sur les éléments en prenant l'ancienne valeur et en ajoutant i. D'accord? Et je peux lui envoyer un certain nombre, donc là je lui envoie une lambda qui fait la somme. Donc ça c'est censé faire la somme. D'accord? C'est 1 plus 2 plus 3 plus 1, jusqu'à 10 000. Et puis après j'ai une splendide méthode de test qui fait strictement rien si ce n'est appeler ma méthode somme. Ce que je veux vous montrer c'est comment le compilateur y compile, d'accord? Comment la machine virtuelle elle optimise. Pourquoi c'est un benchmark pourri? Dans cet ordre. Donc, la meilleure façon de voir comment le compilateur compile, à part aller regarder le code de compilateur, c'est de lui générer un stack trace. C'est de générer un stack trace. Comme ça, on va voir par où il passe. D'accord? Donc, au lieu d'avoir ma méthode reduce qui fait A plus B, ma splendide méthode reduce va faire throw nul, qui est le code le plus simple qu'on peut écrire pour lever une exception. C'est ce que ça fait, throw nul. Ça fait null pointer exception. On n'a pas le droit de lever nul. Donc ça lève une exception. D'accord? Donc j'ai ma création de ma lambda ici et j'ai mon appel de ma lambda au-dessus. Notez que c'est important de bien comprendre, hein, j'ai ma création de ma lambda d'un côté et j'ai mon appel de l'autre. Ce que j'aimerais bien sûr, hein, dans le monde parfait et magnifique, si j'ai partagé mon code, je l'ai partagé parce que je suis un humain et que je ne veux pas dupliquer mon code, mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que la machine, elle considère qu'elle réagrège le code en un seul. C'est-à-dire que je ne paye pas le coût de l'abstraction. D'accord? Ce serait quand même intéressant si ça faisait ça. Donc d'abord, on va regarder le stack trace. Alors c'est toujours la beauté des stack trace Java. Main, sum, reduce, lambda, $1. Ah. On a deux petits problèmes. Donc on peut voir, hein, j'ai mon main, j'ai sum, j'ai reduce, jusqu'ici ça va.
À l'intérieur de reduce à la ligne 7, on va faire un apply as int. Et le apply as int, vous voyez que c'est une espèce de classe un peu bizarre. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un slash dans le nom de la classe. C'est pas possible, hein, en Java, c'est que des points, on n'a pas le droit au slash. Donc on va voir, c'est une classe un petit peu particulière. C'est une classe que la VM elle va connaître, mais qu'elle ne vous permet pas d'écrire. C'est-à-dire une classe spécifique qui offre des avantages par rapport à une classe classique. D'accord? Et après, on a un test lambda $1. Le lambda $1, c'est quoi? C'est le body, c'est le corps de ma lambda. On peut le voir, il suffit de regarder, c'est la ligne 24. D'accord? Si on regarde, on descend, hop, on remonte. Si on regarde juste les numéros de ligne. D'accord? C'est bien le contenu du truc qui est affiché. Bon, on peut le voir, c'est celui aussi qui lève l'exception. D'accord? Donc si on regarde, on a deux parties différentes. La partie rouge, c'est le contenu de ma lambda. Et la partie bleue, c'est quoi? Mon objet bleu, c'est mon objet qui a été généré et qui correspond à ma lambda. Quand j'ai une lambda ici, je vais faire une état conversion. Je vais la transformer en un objet qui implémente l'interface. Et bien cet objet qui implémente l'interface, il a une classe toute bizarre, qui est la classe qu'on voit ici. D'accord? On peut se douter que ça veut dire que ce n'est pas une classe anonyme comme une classe anonyme classique. D'accord? Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de corriger tous les problèmes qu'avaient les classes anonymes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire entre autres, quand on écrit une lambda, on n'a pas de classe qui est créée sur le disque, comme les classes anonymes où on se retrouve avec 2 points classe, ou n points classe quand on a plein de classes anonymes. D'accord? Quand on a des lambdas, finalement, mon body de ma lambda, il est à l'intérieur de la classe test. Vous voyez que c'est à l'intérieur de la classe test. D'accord? Ça veut dire que tout reste à l'intérieur de la classe et que c'est la machine virtuelle qui, à l'exécution, va générer la glue qui permet de faire les choses. D'accord? Donc ça marche de cette façon-là. Le compilateur, il va créer une méthode statique, donc générée, avec le code de la lambda. D'accord? L'intérieur de la lambda est transformé en une méthode qui s'appelle lambda $1, lambda $2, lambda $3, avec toutes les lambdas qu'il y a. Et lors de l'exécution, la machine virtuelle va générer, alors je l'ai appelé proxy class parce que j'ai pas de meilleur terme, mais c'est pas un proxy au sens, ça génère une classe qui fait la glue en intermédiaire, d'accord, puisque j'ai besoin d'une classe qui implémente l'interface, d'accord. Comme c'est la machine virtuelle qui l'implémente, elle a le droit de tricher. Alors maintenant, si on rentre un peu dans le code, si je reprends mon code qui est ici, d'accord, on va voir quel est le bytecode qui est généré. Alors le bytecode, c'est quoi? C'est l'assembleur Java qui n'est pas un vrai assembleur. C'est un assembleur bizarroïde. On a des trucs pour empiler et dépiler sur la pile, et on a l'appel de fonction, qui est une seule. D'accord, c'est une sorte d'assembleur avec des opérations de très haut niveau, incluses en plein milieu. Donc voilà, alors je ne vous ai pas donné tout parce que je ne vous ai pas fait toute la boucle. Je vous ai mis que la partie intérieure de la boucle. Voilà le bytecode qui est généré. Alors notez, c'est un truc à pile. Donc quand je veux faire op.applyAsInt value i, on regarde à la ligne 7, je fais un A-load de 0, ça veut dire je charge mon objet 0. Alors c'est facile, hein, il numérote les variables locales dans l'ordre. Op, c'est 0, value, c'est 1, int, c'est 2. D'accord? Donc A-load de 0, ça charge op. I-load de 1, ça charge value. Ah, c'est un i-load, pourquoi? Parce que i, c'est un int. Quand on charge un int, c'est pas la même chose que quand on charge un objet. Notez que c'est pas o-load, parce que ça aurait été trop simple. D'accord? A, ça veut dire objet. Et pareil, pour mon int, mon i là, c'est aussi un i-load de 2. Et après, je fais une splendide méthode, invokeInterface. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'appelle une interface, c'est juste invokeInterface. J'ai strictement rien changé par rapport à un code classique de avant les lambdas.
D'accord? C'est strictement, exactement le même code. J'ai pas d'astuce. L'astuce, par contre, c'est lorsqu'on va créer la lambda. Pourquoi? Parce que quand on crée la lambda, il faut faire cette histoire d'état conversion. Il faut prendre la lambda, d'accord, qui est une méthode, et dire je vais créer un objet d'une classe qui implémente l'interface, qui, si j'appelle la méthode de l'interface, va m'appeler le body de ma lambda, ma méthode. Donc, si je regarde ma méthode sum, qui est ici, d'accord, elle fait un reduce de ma lambda. Donc comme c'est une machine à piles, ça crée la lambda d'abord, et puis après ça fait un invoke statique de reduce. Donc le truc qui m'intéresse, c'est la création de la lambda. Basiquement, je crée ma lambda, et après j'appelle reduce avec le paramètre, avec ma lambda. Et là, on a un beau invoke dynamique. Ah! Donc finalement, tout ce que j'ai fait pendant 5 ans, ça a servi. Donc, créer une lambda, ça utilise invoke dynamique. Appeler une lambda, ça utilise un invoke interface, comme n'importe quel appel sur une interface. D'accord? Je peux avoir mon code 1.7 qui marche. Par contre, dans mon code client qui appelle, là, mon code client, il va utiliser un invoke dynamique. Alors, invoke dynamique, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, parce que comme son nom l'indique, ça ne fait pas d'invoke et c'est pas dynamique. On va voir exactement ce que ça veut dire. J'aimerais bien juste qu'on regarde les paramètres. C'est relativement intéressant. On va faire semblant que vous comprenez. D'accord? Invoke dynamique, bon déjà on a un nom un peu bizarre, qui se trouve être... Le nom sert à rien ici, c'est pas je vais invoquer la méthode apply as int. Le nom c'est juste le nom au niveau de l'interface, de la méthode au niveau de l'interface. D'accord? Si le nom a changé, on va péter une exception en disant tu m'as compilé un bout et pas l'autre, t'es gentil. D'accord? Ça sert de vérification, de garde plus qu'autre chose. Mon premier paramètre, je commence à lui indiquer une méthode qui est dans le JDK, dans Java Lang Invoke, et qui s'appelle une lambda metafactory. Comme son nom l'indique, une metafactory a pour but de fabriquer des lambda, on va dire. D'accord? Donc c'est une méthode qui va fabriquer des lambdas. C'est très intéressant, ça veut dire que ce n'est pas le compilateur qui fabrique les lambdas. Le compilateur délègue à du code du JDK qui fabrique une lambda. Ce qui veut dire que la façon de fabriquer les lambdas peut changer avec la version du JDK. Oh, on a trouvé une nouvelle façon, hop, d'accord? On n'est plus lié. Un des problèmes des classes anonymes, c'est que la façon de générer les classes anonymes, elle est figée. Ce qui fait qu'on ne peut pas améliorer les classes anonymes. D'accord? On n'a pas voulu refaire la même erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander à du code du JDK, s'il te plaît, crée-moi la lambda. Alors, invoke dynamique marche d'une façon un petit peu particulière, c'est que cette méthode de metafactory, elle va l'appeler qu'une fois. D'accord? Alors, ça va être basiquement, crée-moi la lambda en une fois. D'accord? Et ce que ça va renvoyer, c'est pas toujours le même objet. Lambda, on aimerait bien que ce soit toujours le même objet, mais on ne peut pas. Parce que si ma lambda, elle capture des variables locales, ce n'est pas le même objet à chaque appel de ma méthode. D'accord? Donc ce que je vais renvoyer, c'est ce que ma metafactory va renvoyer. D'accord? Ce n'est pas une valeur qui correspond à la lambda, c'est une recette qui me permet de créer la valeur. D'accord? Et après, on lui indique les paramètres, c'est-à-dire, on indique le deuxième, là, III, ça veut dire ça prend 2 int et ça renvoie un int. C'est mon apply as int, il prend 2 int et il renvoie un int. J'envoie après mon test lambda $0, c'est-à-dire j'envoie à ma metafactory, voilà le code qu'il va falloir que tu appelles. D'accord? C'est-à-dire la lambda que tu vas créer, elle devra appeler ce code-là. Je suis en train de lui donner la recette, là. Tu as le droit à tel truc, tel truc, tel truc, et tu te démerdes. Ah, j'ai un dernier paramètre qui est exactement le même. Ah, parce que mon exemple, il est foireux. Dans le cas où on a des generics, le premier, on aura des objects, et dans le deuxième, on aura les vraies signatures. C'est un des trucs qui est marrant. Les lambdas, c'est la seule partie du langage qui réifie les generics.
mais je vais pas trop... On en a eu besoin. Donc, l'idée de Invoke Dynamic, d'accord, ça va créer... Je vais avoir un seul appel, une fois au démarrage. La première fois que je fais mon appel, c'est une fonction, donc ça peut être appelé plusieurs fois. Je vois ma méthode somme, je le fais plein d'appels dans mon mail. D'accord ? La première fois, ça va me renvoyer quelque chose qui va me permettre de créer ma lambda. D'accord ? Donc j'ai besoin plus ou moins d'un pointeur de fonction. Donc j'ai un objet qui s'appelle javalang invoke method handle qui correspond à un pointeur de fonction. C'est basiquement à peu près un équivalent de javalang reflect method, mais codé correctement. Le gros problème de javalang reflect method, c'est quoi? C'est il vous oblige à faire le boxing en objet et il check la sécurité à chaque appel. Ce que fait javalang invoke method handle, c'est exactement la même chose, ça marche comme une fonction, sauf que le check de sécurité est fait une seule fois à la création et on n'est pas obligé de faire le boxing. Ça, c'est très compliqué la façon dont c'est fait, mais ça marche. D'accord? Donc c'est basiquement l'équivalent des pointeurs de fonction comme les javalang reflect méthodes, mais plus simple. Alors ça ne fait pas la même chose, parce que sur des javalang reflect méthodes, on peut aussi demander quelles sont les annotations d'une méthode et ce genre de choses-là. Chose qu'on ne peut pas faire sur les méthodes handle. D'accord? C'est-à-dire on a séparé la partie je représente une méthode en Java de la partie je suis capable d'appeler une méthode en Java. Ils sont maintenant deux objets différents. Alors le truc qui est génial, si je reprends, c'est que le code de la metafactory, c'est du code Java. C'est-à-dire que j'ai du code Java qui me permet de créer ma lambda. Alors c'est du code un petit peu méta, mais on peut le lire. Alors c'est pas le vrai code, parce qu'il y a des checks de sécurité partout. Mais si on enlève tous les checks de sécurité, ça tient sur un slide. Alors ça marche de cette façon-là, j'ai triché. Premièrement, on a un spin inner class, et ça, alors notez, ça s'appelle spin inner class. La méthode est super bien nommée. Ce n'est pas des inner class au sens compilateur, c'est des inner class au sens VM. C'est ça qui va générer une classe qui implémente l'interface. D'accord ? Le truc recycle les classes, c'est-à-dire que si j'ai deux, ça ne va pas générer une classe à chaque fois, ça en génère qu'une seule fois. Et après, j'ai un test suivant le nombre de paramètres. Alors, c'est quoi mes paramètres? Lorsque je crée ma lambda, d'accord? Si ma lambda, elle ne capture pas de valeur, elle n'a pas de paramètres lors de la création. Par contre, si je capture des valeurs, il faut qu'à la création, je prenne les valeurs de ces variables-là. D'accord? Donc, si j'ai 0 paramètres, ça veut dire que ma lambda ne capture pas de valeur. Et si ma lambda ne capture pas de valeur, alors je peux renvoyer toujours le même objet. Donc c'est ce que je fais. Je demande à l'inner class, donne-moi ton constructeur. Bon, je teste qu'il y en a au moins qu'un, ça serait une bonne idée. Je fais un new instance dessus. New instance, ça va appeler le constructeur réellement et nous renvoyer un objet qui correspond à la lambda. C'est-à-dire un objet qui implémente, qui est une instance de la classe qui implémente l'interface. D'accord? Et après, qu'est-ce que je fais? Je renvoie un method handle, c'est-à-dire mon pointeur de fonction, là, ma factory qui me permet de créer mes lambdas, et je dis à ma factory, c'est une constante, tu renvoies toujours la même valeur. D'accord? Ce que j'espère, c'est qu'après, mon JIT, ma machine virtuelle, sera capable de comprendre ce truc-là et se transformer ma lambda en une constante. Comme ça, je ne paierai pas le coût de créer ma lambda à chaque appel. Je paierai le coût de créer ma lambda une seule fois au démarrage. D'accord? Alors par contre, c'est plus compliqué si j'ai plus de paramètres. Alors là, j'ai un splendide unsafe unsure class initialized, qui est un affreux truc. Vous avez remarqué que les classes, elles n'étaient pas initialisées jusqu'à temps qu'on appelle soit un constructeur, soit... D'accord? Donc ce que fait la machine virtuelle souvent, c'est qu'elle se pose la question, est-ce que la classe est initialisée? Donc on veut éviter qu'elle se pose la question à chaque fois. Donc de façon upfront, on lui dit initialize. D'accord? On l'initialise une fois, comme ça on est sûr que tu n'auras plus à te poser la question à chaque fois est-ce que ça sera initialisé ou pas.
Ça permet de générer du code qui est plus clean. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est un petit peu compliqué, ça fait un find statique, mais basiquement ce que ça fait, c'est ça crée, ça dit, je vais avoir une factory méthode à l'intérieur de mon inner class, et c'est cette factory méthode que je vais appeler à chaque fois avec les paramètres que j'aurai capturés. Ça va me renvoyer une nouvelle lambda à chaque appel. D'accord? Notez un des intérêts des lambda, si on regarde la syntaxe, c'est que j'ai pas de new au niveau de la syntaxe. D'accord? Ça veut dire que il y a une des grandes règles en Java. Hein. Si on a un new au niveau du truc, on est obligé de créer un objet, même si on ne devrait pas. Alors c'est pas complètement vrai parce qu'après le JIT, il peut tricher et dire bah, cet objet-là et celui-là, vu que tu appelles ça, c'est toujours le même, mais ce genre de choses-là. Mais c'est compliqué. Ce qui est fait la plupart du temps, c'est qu'au moins les premières fois, quand ils seront dans l'interpréteur, le JIT créera les objets. D'accord? Là spécifiquement, comme on n'a pas mis new au niveau de la syntaxe, d'accord, c'est à la machine virtuelle, ou exactement à ce code-là, qui est libre de recréer des nouveaux objets à chaque fois, ou de ne pas recréer des nouveaux objets à chaque fois. D'accord? Donc entre autres, par défaut, l'inner class ici, elle est gardée un certain temps dans une référence faible, et si jamais on n'utilise plus le code pendant un certain temps, le code meurt et elle sera recréée. Ça évitera de générer plein d'inner class qui servent à rien parce qu'on n'a appelé le code qu'une fois, ou ce genre de choses-là. D'accord, on a tout un tas de mécanismes de recyclage qu'on peut utiliser. Ça veut dire que si vous faites un getClass sur une valeur d'une lambda, la classe peut changer. C'est pas une bonne idée de faire ça. D'accord? Donc la création d'une lambda, on utilise une invoke dynamique. Et une invoke dynamique, soit ça installe quelque chose qui renverra toujours à la même constante, soit ça installe un appel à une factory méthode qui prend en paramètre les valeurs qui ont été capturées. D'accord? Et comme on appelle une lambda, on fait une invoke interface comme d'habitude. D'accord? Maintenant, on va aller voir quand même, vérifier que le JIT il fait bien son boulot. Pour vérifier que le JIT il fait bien son boulot, vous faites comment? Vous allez regarder l'assembleur. Hein? On prie. Ah oui, on prie. On écrit un micro-benchmark et puis en fait, on ne teste pas ce qu'on teste parce qu'il passe son temps à faire autre chose ou ce genre de choses-là. C'est extrêmement compliqué. Un des gros problèmes des JIT de façon générale, c'est qu'ils compilent avec un certain horizon. Des fois, l'horizon, ça peut être tout votre programme. Il a vu que vous ne faisiez rien, que c'était un micro-benchmark, et dans ce cas-là, il fait rien, puisque vous lui avez dit de rien faire. Hein, tourner pour rien faire, ça veut dire rien faire. Et dans certains cas, c'est le contraire. Il n'a pas un horizon suffisamment profond, et il ne voit pas un truc qui est pourtant évident. Peut-être un truc qui n'arrivera pas dans votre code. D'accord? C'est ce qui fait que écrire des micro-benchmarks, ça ne correspond pas à votre code la plupart du temps. Si vous voulez vraiment testez votre code direct. C'est quand même le plus simple. Les 3/4, voire les 80 ou 90% des benchmarks sont foireux. Foireux dans les deux sens. Parce que la plupart du temps, ce que vous testez, c'est pas... D'accord? C'est pas ce qui est effectué. Soit parce que l'horizon pour le JIT est trop petit, soit parce qu'il est trop grand par rapport à ce que vous voulez. Bien. Sur ce, je vais vous montrer là pourquoi le benchmark est foireux. On va le voir très bien. Une des premières choses avant de regarder le code assembleur, parce que le code assembleur c'est vachement bien, mais personne ne le lit. Moi je fais semblant. Je vais faire avec les mains. Ce qu'on peut regarder, c'est quand même demander au JIT qu'est-ce qu'il fait. Ce serait plus simple. Donc entre autres, on a un super truc qui s'appelle -xxx2.print compilation. On lui demande, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as compilé? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as JIT? Qu'est-ce que tu as transformé en code assembleur? D'accord? Par défaut, il ne transforme pas tout le code en code assembleur. Ça, si on appelle la méthode une fois, 10 fois, 100 fois, ça ne sert à rien de la transformer en code assembleur. D'accord? Par contre, si on l'appelle très souvent, là, on va la transformer en code assembleur. Alors ça se lit à peu près de cette façon-là. Les 120, 160, c'est le nombre de millisecondes depuis le démarrage. Donc on voit qu'on a un paquet d'optimisations. Ah, je vous ai viré les premières. Parce qu'au début, il commence par optimiser aussi le code du JDK. D'accord? Je vous ai montré que
que le début. Donc on voit qu'on a des optimisations vers 160 et des optimisations vers 220 millisecondes. Donc à deux moments différents. Autre chose, j'ai été un peu méchant, c'est-à-dire que par défaut, je ne sais pas si vous avez remarqué, le JIT, il s'exécute en même temps que le programme, mais pas dans les mêmes threads que le programme. C'est ce qui fait que quand vous faites un time, vous voyez que le temps total est plus grand que le temps utilisateur. Parce qu'un des gros avantages de Java, c'est qu'il est déjà multicore, même si vous ne faites pas de la programmation multicore, parce qu'il JIT sur une autre thread, au moins. D'accord ? Il y a une partie du garbage collector qui est sur une autre thread aussi, ce genre de choses-là. Alors, pour le JIT, on a deux façons de fonctionner. D'accord ? Ce que fait le JIT, c'est qu'il retransforme en cas d'assembleur. On peut le faire à deux endroits, soit au niveau d'une méthode, soit au niveau d'une boucle. Il y a certaines fois, la méthode, on va l'appeler qu'une fois, mais par contre, la boucle, on va le faire 10 000 fois. Donc dans ce cas-là, il va prendre le code de la boucle et juste générer le code assembleur pour le code de la boucle. D'accord ? C'est-à-dire, basiquement, ce genre de choses-là, il ne le fait jamais dans la vraie vie. Sur vos serveurs, il ne le fait jamais. Vous ne faites pas une boucle qui ne fait rien. D'accord ? Par contre, dans tous vos benchmarks, c'est ce qui est fait. C'est-à-dire qu'on a une optimisation qu'on appelle l'OSR, pour On Stack Replacement, qui est là uniquement pour les benchmarks. D'accord ? C'est ce qui fait que Java est bon sur les benchmarks. Ça ne veut strictement rien dire dans un environnement professionnel. Mais donc c'est signalé par des pourcents et on a les arrobas machin. C'est la boucle, elle est à tel numéro de bytecode en fait. Le arrobas 7, ça veut dire que ma boucle elle est à la 7e numéro de bytecode. Donc ça c'est la première façon. Or on dit juste au JIT, dis-moi toutes les méthodes, d'accord, que tu as optimisées, toutes les méthodes et toutes les boucles que tu as optimisées. On peut faire quelque chose d'un petit peu mieux, c'est un peu lui dire comment tu les as optimisées. Alors il y a deux modes. Il y a le mode bourrin où on connaît les optimisations, qui s'appelle log compilation, mais je ne vais pas vous le montrer parce que ça génère des pages et des pages de trucs. Il y a un mode beaucoup plus simple, on peut juste lui demander ce qu'on appelle les inlining trees. C'est-à-dire juste lui demander, je vais vous le montrer, ça ira plus vite. Par exemple, reduce. Donc ma méthode reduce, d'accord, je vais pouvoir voir, mon reduce, il appelle le apply_as_int. Vous vous souvenez, il fait op.apply_as_int, donc il appelle apply_as_int. D'accord ? Ou pour ma méthode sum, je vais pouvoir voir tout ce qui a été fait. L'idée, c'est de dire, quand on fait un appel de méthode en Java, réellement, le runtime ne fait pas un appel de méthode. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend plusieurs méthodes les unes avec les autres, il les groupe et il crée un seul assembleur de toutes ces méthodes-là. D'accord ? L'inlining tree, c'est tous les appels qui ont été faits. La profondeur par défaut, c'est 10. Vous pouvez changer si ça vous amuse. D'accord ? Ça veut dire que ça peut aller très loin. C'est une méthode qui appelle une méthode, qui appelle une méthode, qui appelle une méthode, qui appelle... Enfin bon, bref, vous avez compris comment ça marche. Et c'est la profondeur, c'est pas la largeur. La largeur, c'est jusqu'à temps que on ait généré suffisamment de code. On ne génère pas trop de code, sinon ça va sortir du cache d'instructions et dans ce cas-là, on est mort. Un truc qui est vachement important, on voit un type profile ici. C'est la façon dont ça marche les invoke interface. Invoke interface, il regarde quel est l'objet sur lequel j'ai appelé, la classe sur laquelle j'ai appelé. Il se dit, il y a des grandes chances que la prochaine fois, on réappelle sur la même classe. Il va vérifier, il va compter le nombre de fois qu'on appelle avec la même classe, c'est ce qu'on a. Ici, sur les 6702 appels, j'ai appelé 6702 fois avec exactement la même classe. Donc, on va dire, on va prendre le code de la classe et on va le ramener directement. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la dévirtualisation. Je fais un invoke interface, normalement je vais sauter je ne sais pas où, puisque c'est une interface. Mais réellement, je sais dans mon code que j'ai toujours qu'une classe qui implémente cette interface à ce point-là. Un autre point du code, ça peut être autre chose. Mais à ce point-là du code, j'ai toujours été appelé avec la même classe. Donc si j'ai toujours été appelé avec la même classe, alors je vais prendre le code et je vais directement l'insérer. Je vais quand même faire un test sur la classe avant. Sinon ça risque de foirer si jamais j'appelle une fois avec une autre lambda. Par exemple, avec une classe anonyme qui implémente. Donc ce qu'on peut voir, c'est que directement, quand on
recompile reduce, ici on se rend compte qu'on appelle toujours avec la même lambda, et donc finalement, on peut prendre le code de la lambda et le mettre directement avec reduce. Alors c'est même pire que ça, si on regarde le code de sum, c'est celui qui fait j'appelle reduce avec le code de la lambda. D'accord ? On voit qu'on fait tout un tas de trucs là, des lambda forms et des machins et des bidule identity. Ça c'est la mécanique en interne, d'accord, qui va faire en sorte de dire ma lambda elle va être constante. Alors, je vous invite à pas le lire, mais c'est le truc qui crée ma lambda. Et après on voit le code qui fait reduce et exactement la même chose. C'est-à-dire que le code qui est généré pour sum ne va plus appeler la méthode reduce. Il aura pris le code de reduce et l'aura directement inséré à ce niveau-là. D'accord ? C'est ce qui fait que ça va être rapide. Et donc après, on peut regarder quel est le code généré. C'est quand même le truc qui est drôle. Alors notez, pour print inlining, il faut mettre un unlock diagnostic VM option devant. Il faut lui dire, ne t'inquiète pas, gentil VM. Je sais que tu vas être un poil plus lente que d'habitude, mais tu vas m'afficher des choses intéressantes. D'accord ? On est obligé de la passer en mode diagnostic. Alors, j'ai jamais été capable de voir des différences de vitesse entre avoir le unlock diagnostic et pas, mais il paraît qu'il y en a. Donc maintenant, on peut utiliser print assembly. Et les print assembly, ça affiche l'assembleur, ce qui est quand même pratique. Donc voilà le code de reduce. Alors je vous ai mis des 3 petits points, parce qu'il y a toujours un en-tête au début du machin. Reduce, donc c'est ce qui fait une boucle. Alors vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez, on a les tests au début, ici. D'accord, on fait un move 0,8 RSI dans RX11D, ça se lit, on va de gauche vers la droite. C'est-à-dire que je prends la valeur de 0x8 RSI c'est ma variable. D'accord, c'est-à-dire je prends l'adresse qui est à l'offset 0,8. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est l'offset 0,8, mais c'est le nom de la classe. Je suis en train de faire un getClass là. D'accord ? Ça fait un getClass et ça le compare avec une certaine adresse en dur. Là, il est en train de dire, si j'ai ma classe qui est toujours la même que d'habitude, je la connais, ma classe, donc je peux mettre le truc en dur directement dans le code. D'accord ? Alors réellement, si c'est pas égal, parce que c'est un jump if not equals, JNE, alors je saute à cet endroit-là. Sinon, je fais le code. D'accord ? C'est mon truc qui dévirtualise. Il dit, je fais un test, est-ce que ma classe elle a changé ? Si ma classe elle a changé, je saute. Sinon, j'effectue le code. Et là, on voit le code de ma boucle. Je ne sais pas si vous remarquez le code de ma boucle. C'est add. D'accord ? Ça marche comment ? Il a pris la boucle, il a déroulé la boucle. Et après, comme j'ajoute i plus 1, i plus 2, i plus 3, i plus 4, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute i plein de fois, et après, il ajoute le décalage, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 à la fin. D'accord ? C'est comme ça que c'est fait. Donc ça veut bien dire que le code qui est effectué a strictement rien à voir avec le code qu'on a généré. Là, ça marche parce que ce que je fais est suffisamment simple, dans ma lambda, juste un plus, d'accord ? Pour qu'il fasse... Alors, il en fait 16, en fait, on le voit ici. Parce que quand il incrémente ma variable de boucle, il l'incrémente de 16. D'accord ? Ça veut dire qu'il a déroulé ce qui est fait 16 fois avant de faire les tours de boucle. D'accord ? Donc ça, c'est mon code de reduce. Mais on a vu qu'au bout d'un certain temps, il allait directement exécuter le code de sum, sans passer par reduce. Sum, il prend le code de reduce et il le met directement dedans. Et voilà le splendide code de sum. Le truc qui est génial, c'est que c'est tout le code qui est généré. Ça tient sur un transparent. Qu'est-ce qu'il fait ? On peut voir la première chose. Je prends une adresse et je la mets dans R10. Et ça me dit que c'est un pointeur sur ma lambda 1. Ah, ça c'est ma création de ma lambda. Ma création de ma lambda, ça consiste à dire, toi à telle adresse, tu vas dans tel registre. Mon objet a déjà été créé, je réutilise toujours le même. Création d'une lambda, je ne le paye pas à chaque fois. Je le paye la première fois quand je crée ma lambda. Lorsque le code est digité, d'accord, je prends l'adresse, je la mets directement dans le registre. Cool. Et c'est plus rapide que des inner class. Autre chose, après, j'ai mon check pour tester la classe. Alors ça, c'est un peu con.
Ça veut dire qu'il a quand même vérifié que mon objet ne bougeait pas, mais il n'est pas capable de dire si mon objet ne bouge pas, ma classe ne bouge pas. C'est-à-dire c'est un peu con, mais je vous ai expliqué tout à l'heure que des fois la classe pouvait changer. Je peux libérer de la mémoire. C'est ça qui fait qu'on a ce test-là, à cet endroit-là. D'accord? Et après, qu'est-ce que je fais? Rien. Ah, je fais rien. Ah, il suffit de regarder le code. Si je reviens sur le code, ici, où est-ce qu'il est mon test sur sum? Voilà. Non, ça c'est le reduce, le throw annule. Je vais essayer de l'avoir. Que fait mon reduce? Il ne prend pas la valeur de retour. Si je ne prends pas la valeur de retour, j'ai rien besoin de calculer. Oups. D'accord? Donc si j'ai rien besoin de calculer, j'ai rien besoin de faire. C'est fini. Alors je fais quand même quelque chose à la fin, je teste pour savoir s'il y a un coup de GC qui... C'est autre chose. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a vu là sur des trucs simples? Le contenu d'une lambda peut être inliné directement au niveau du code, d'accord, de la fonction d'ordre supérieur. Ma fonction qui prend en paramètre ma lambda et le code de la lambda vont être mergés en un seul code. Donc je ne vais pas payer le coût de l'abstraction. D'accord? L'autre chose qu'on a vu, c'est que si une lambda ne capture pas de valeur, alors c'est considéré comme une constante, et ça sera basiquement un move au niveau de l'assembleur. L'autre chose qu'on a vu, c'est qu'il faut arrêter d'écrire des micro-benchmarks. D'accord? Si vous ne récupérez pas les valeurs, le JIT voit que vous ne récupérez pas les valeurs. D'accord? Ça n'a pas été fait pour que les benchmarks soient rapides. Ça a été fait pour simplifier le code. Un des gros intérêts quand on fait de l'inlining, c'est-à-dire quand on prend un code et qu'on le ramène ici, c'est qu'on peut simplifier le code. On peut simplifier le code parce que quand on appelait avec un certain nombre des paramètres particuliers. Et donc le code qu'on va ramener, on va le spécialiser en fonction des paramètres qu'on a utilisés. D'accord? Et si jamais on fait rien, ça fera rien. Donc juste un petit résumé global. Ça ne devrait pas être très long. Premièrement, les fonctions d'ordre supérieur, c'est-à-dire des méthodes qui prennent en paramètre des méthodes, ça permet de partager du code. D'accord? Ça sert à ça. On a besoin de la notion de functional interface. Une functional interface, ça représente quoi? C'est un type fonction, mais vu comme une interface. D'accord? Pour rester dans notre système de type nominal. On a une syntaxe de méthode référence et de lambda pour facilement appeler, donc en tant que paramètre, des fonctions d'ordre supérieur. Et l'API des collections a été modifiée en introduisant des méthodes par défaut. D'accord? Celui-là, je vais le passer. Je vais peut-être juste parler de ça. Voilà l'exemple que j'avais au début, vous vous souvenez? José, il fait un talk cet après-midi pour vous expliquer qu'en fait, c'est pas ça qu'on écrit en Java 8, mais c'est ça. Donc là, c'est intéressant d'avoir une syntaxe vachement courte, que ça soit pour les méthodes références ou pour les lambda. Ça fait exactement la même chose. Notez qu'on n'a plus de try qui traîne. Non plus. Attention, je reviens en arrière. Question! Je vous ai montré de l'assembleur, ça fait mal. Oui, non. On est entre nous, là. Ça y est, je les ai tous tués. Avec les lambda, tu as montré beaucoup de choses en fait, qui dépendaient beaucoup d'inférences de type et de choses comme ça. Ouais. Le coût en performance sur le compilateur. Le coût en performance sur le compilateur, ça c'est une excellente question. La comparaison avec Scala par exemple. Ouais, alors Scala c'est un petit peu compliqué parce qu'en plus ils font une bêtise dans leur compilateur. On est entre nous. Ce que fait Scala, c'est qu'ils transforment leur lambda et leur machin dès le départ, au début de leur compilateur.
et après ils passent leur temps à l'intérieur du code, si on regarde, à se poser la question, au fait c'était une lambda que j'avais bien créée, et ce genre de choses-là. D'accord, c'est une erreur de ne pas l'avoir fait plus bas. Il y a une partie de la différence de vitesse qui est due à ça. Mais clairement, effectivement, surtout dans le code que j'ai montré avec plein de points, là où on est obligé de propager les types, ça va être plus lent. Pour l'instant, les tests... Alors, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Premièrement, les codes qui ont été écrits ont toujours été pensés en termes de vitesse. C'est-à-dire que tous les codes qui ont été écrits dans le compilateur ont été pensés en termes de vitesse. Merci Scala. On savait déjà que si on foirait, ça risquait d'être très lent. Donc dès le départ, ça a été parti pour être comme ça. C'est-à-dire, le code du compilateur n'est pas le plus joli, mais clairement le plus performant. Pour un certain nombre de choses. Ça avait déjà été fait dans le passé, pour un certain nombre de trucs, entre autres pour les generics, ça avait été fait en 2 fois. D'accord, il n'y avait pas que l'expérience de Scala, il y avait déjà eu l'expérience de Sun, qui avait dû réimplémenter toute une partie des trucs pour que ça soit plus rapide. Et là, l'idée c'était dès le départ de partir avec un truc le plus performant possible. Clairement, oui, il y a plus d'inférences. Après, est-ce qu'il va y avoir des codes où ça va être plus lent? Moi, j'ai pas vu de différence fondamentalement, même si j'ai tendance à mettre des lambdas partout parce que je suis encore dans ma phase. Les lambdas, c'est super bien, j'en mets partout. J'ai pas encore trouvé le. Ah non, là, faudrait pas en mettre. Mais c'est une très bonne question et je pense que seul l'avenir nous dira si c'était suffisant ou pas. En fait, il y en a un exemple où tu ne seras pas capable de mettre un lambda, ça a été rapporté sur la mailing list, c'est quand ta librairie en dessous veut inférer le générique avec un lambda, tu n'es pas capable. Oh oui. Si tu as des librairies exotiques qui ont été écrites par des gens un peu bizarres, oui. Alors effectivement, il y a une grosse différence, c'est que comme on génère les proxys à l'exécution, on n'a pas toutes les informations dont le compilateur a besoin. Quand on compile une classe anonyme, le compilateur il rajoute un certain nombre d'informations, d'accord, dont il a besoin pour travailler. C'est-à-dire justement comment il a inféré les generics et ce genre de choses-là. Avec les lambdas, on n'a pas besoin de cette information. Donc ce n'est pas une information qui est disponible à runtime. C'est-à-dire que si je prends une lambda, que je demande sa classe, je vous ai dit, il ne faut pas le faire. Si je demande sa classe, et que je lui demande après, quelles sont tes informations de generics, il y aura nada, zéro, que pouic. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est des informations qui sont rentrées habituellement par le compilateur. La machine virtuelle, elle n'en a pas besoin. Donc effectivement, si vous avez des librairies ou des codes qui commencent à dire je fais un get class et après je fais des get génériques quelque chose avec mes types, bah j'aurai rien. Mais bon, en même temps, si vous parlez avec d'autres langages que Java, vous avez exactement les mêmes problèmes. Avoir une librairie qui marche que parce que le compilateur Java il est suffisamment gentil pour vous avoir mis les déclarations des generics parce que lui, il en a besoin en interne, sinon il n'est pas capable de faire de la compilation séparée. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'écrire un framework entier là-dessus. Autre question? Merci Rémi. Si vous avez d'autres questions, on verra après. Rémi à la pause déjeuner.